Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Jean-Paul Bedbez, le fondateur de Bedbez Conseil. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui s'ouvre la COP 21, la grande réunion sur le changement climatique qui réunit plus de 150 chefs d'État. Alors on va faire le point sur le pétrole qui poursuit sa baisse. Il était à plus de 100 dollars en 2014, début 2014. On est aujourd'hui sur les 40-45 dollars depuis plusieurs semaines. Un mot tout d'abord sur l'Arabie Saoudite qui a choisi de maintenir sa production pour conserver donc ses parts de marché face à la baisse des prix. Aujourd'hui, le taux de défaut à 10 ans sur l'Arabie Saoudite a progressé de 23%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, on a peur finalement qu'elle ne puisse pas supporter cette baisse des prix encore longtemps? Entre parenthèses, c'est la guerre du pétrole. Hein. Oui, oui. C'est la guerre du pétrole, d'abord contre le pétrole américain, ça y est, l'Arabie Saoudite a gagné. L'Arabie Saoudite a 10 ans, ne venez pas sur mon marché mondial, premier point. Deuxièmement, c'est aussi la guerre sur le pétrole par rapport à Daesh, ça c'est clair. Et fondamentalement, c'est la guerre sur le pétrole par rapport à l'Iran. Et tout à l'heure, ce que vous dites sur le fait que, au fond, l'Arabie Saoudite paye ce genre de risque, ça va continuer, étant entendu que la semaine dernière, il y a eu des discussions en Iran et que cette semaine, l'Iran doit faire une déclaration disant « Mesdames et messieurs, je vais préparer 500 000 barils de jour en plus dans les mois qui arrivent. » Et donc, la bataille entre Arabie Saoudite et Iran pour les parts de marché est repartie. La conséquence en est, a priori technique, que le prix du pétrole devrait rebaisser, avec donc des difficultés évidemment dans ces pays qui sont déjà, pour une partie, impactés déjà. Impactés, oui. Mais le Venezuela, qu'est-ce qu'il devient? L'Algérie, qu'est-ce que ça devient? Le Nigeria, qu'est-ce que ça devient? Donc il va y avoir d'énormes, à mon avis, d'énormes dégâts derrière cette bataille des deux grands. Mais vous pensez que l'Arabie Saoudite peut continuer à supporter ces prix du baril si peu chers aujourd'hui? Mais elle n'a pas le choix. Une fois que vous avez commencé à vous dire « je ne fais plus le jeu antérieur », avant c'était moi qui m'ajustais et c'était moi qui réduisais ma propre production pour maintenir les prix. Cette fois-ci, c'est fini. Je ne vais pas jouer ce jeu-là. Je n'ai pas voulu le jouer vis-à-vis des États-Unis et je ne vais pas le jouer vis-à-vis de l'Iran, sauf s'il y a un accord entre les deux. Bon, donc c'est une bataille, à mon avis, au couteau entre les deux. Mais vous voyez qu'auparavant, avant que ces deux-là souffrent vraiment, il va y en avoir d'autres qui vont souffrir beaucoup plus, le Nigeria, la Russie, l'Algérie, etc. Parce que vous me dites, effectivement, il y a un déficit budgétaire qui se met à monter pour l'Arabie Saoudite à 20%, oui, mais le Venezuela est déjà hors course, pratiquement. La Russie est déjà en récession. Et donc il y a toute une série de pays qui vont beaucoup souffrir avant que les deux grands se mettent, eux, à vraiment paniquer. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis qui, eux, on voit leur nombre de puits de pétrole baisser fortement. Oui. On a beaucoup de fermetures de puits de pétrole. En revanche, la production, elle, ne réduit pas. C'est quand même assez paradoxal. Oui, ce qui se passe, c'est que la bataille continue. Mais la nouvelle production, qui était la production de gaz de schiste, elle est tuée. Tout simplement parce que le coût de production va être maintenant à 40 et quelques, et le gaz de schiste se produit à 80, et donc ils sont morts. Maintenant, le message est, vous produisez à 40, vous pouvez faire quelque chose. Si vous produisez à 20, c'est encore mieux. Si vous êtes au-dessus de 40, oubliez. Et donc on est vraiment dans une logique de cette nature, et vous voyez bien que, à mon avis, la crise des pays émergents est devant nous. Enfin, une deuxième vague de crise des pays émergents est devant nous. En particulier, vous allez voir le Brésil et autres. Et c'est une guerre, donc, entre au fond, les deux pays, donc l'Iran et l'Arabie Saoudite, et ça va être une guerre, à mon avis, au sein des émergents, qui va être sanglante. On a la prochaine réunion de l'OPEP cette semaine, jeudi 4 décembre en effet. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une décision qui puisse en sortir? Chacun fait des annonces. La semaine dernière, il y a eu une réunion de tout le monde, de tous les chefs d'État. En Iran d'ailleurs. Et j'ai lu le texte. Donc le secrétaire général de l'association a dit il faut coopérer, faire attention. Et il a annoncé nous avons déjà suffisamment de pétrole pour l'an prochain. Mais vendredi,
le patron de l'Iran a dit, enfin le patron de l'Iran qui s'occupe du pétrole a dit, nous, on va augmenter notre production lors de la négociation. Vous voyez bien que ça va être chaud. Oui. Alors, certains experts estiment que, eh bien, il faudrait que certains pays non producteurs donc, se coopèrent avec les pays producteurs pour qu'on puisse avoir finalement un changement de politique des pays, notamment comme l'Arabie Saoudite. La Russie, elle, a prévu de boycotter la prochaine réunion de l'OPEP. Ben oui. Et vous pensez qu'on pourrait quand même avoir une coopération entre les membres de l'OPEP et les non-membres de l'OPEP? Je crois qu'en matière de guerre, la coopération n'est pas ce qu'on fait d'abord. D'abord, on fait la guerre et ensuite, on voit comment on peut coopérer. Et je pense que, si vous voulez, le premier qui est en jeu, c'est en décembre, début décembre, le Venezuela. Il y a des élections au Venezuela. Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? À l'heure actuelle, me semble-t-il, ce sont les plus fragiles de tous. Après, vous en avez d'autres. Mais par exemple, regardez l'Algérie. L'Algérie a fait baisser sa monnaie. L'Algérie est en train de voir creuser son déficit. L'Algérie est en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et tout le monde dit, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des fonds souverains, j'ai des réserves. Mais c'est de la blague, ça. Parce qu'une fois que vous avez des fonds souverains, ok, vous les vendez, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui les achète. Et donc, il risque d'y avoir, à mon avis, des effets considérables. Non pas les effets de premier tour avec les effets de baisse du prix du pétrole, mais les effets de deuxième tour sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, et sur, en particulier, les bons du trésor américains, parce que c'est ça qui serait vendu. Pour le moment, tout le monde dit c'est merveilleux, etc., etc. En France, par exemple, on a l'idée que la baisse du prix du pétrole, ça fait à peu près plus-value par ménage de 500 €. Donc, grâce à M. Slimane, qui est le roi du pétrole d'Arabie Saoudite, on a eu donc 500 € de plus par ménage. François Hollande en a pris 200 par les impôts, il en reste 300. C'est ça la consommation des Français et c'est ça la croissance française. Donc la croissance française, elle est d'origine pétrolière. N'oublions jamais ça. Et de ce point de vue-là, elle peut continuer. Simplement, il peut y avoir d'autres effets de contre-choc, à mon avis. Guerre d'échange derrière, guerre des taux derrière la guerre du pétrole. C'est donc une histoire très nouvelle et à mon avis très grave. Qui sont les grands gagnants finalement de cette situation? Les plus gros, a priori sur long terme. Sur long terme, ça peut être l'Arabie Saoudite et pourquoi pas l'Iran. Parce que l'Iran, à l'heure actuelle, est en train de se préparer. Il faut regarder de près toutes les invitations qu'a faites l'Iran à des entreprises en disant, écoutez, mesdames et messieurs, vous savez, maintenant on a signé les accords, j'ai 30 milliards pour vous, pour que vous fassiez la prospection pétrolière. Elle a appelé la semaine dernière des entreprises allemandes et autres à les aider pour la prospection minière, le cuivre, etc. Donc toutes les baisses de prix des matières premières liées au pétrole vont continuer tout simplement parce que le pétrole fait tout baisser. Tout baisser. Et donc la guerre du plus fort, la guerre du plus solide est en train de s'ouvrir. Et vous voyez que de ce point de vue-là, ça va faire une série, par exemple, d'un pays comme l'Afrique du Sud, qui sont des pays fragiles, risquent de souffrir encore plus. C'est donc quelque chose qui n'est pas à l'heure actuelle vu par les marchés, qui disent « Ah, le prix du pétrole baisse, c'est sympa ». Ils ne voient pas les conséquences à moyen terme. Moyen terme, ça fait un an, ça fait à horizon un an que ça peut avoir et qui sont pour moi inquiétantes. Donc vous pensez que le prix du pétrole là, va encore baisser selon vous? On est vers les 40-45, là on devrait aller... Si vous permettez, sur mon site, j'avais écrit en début d'année qu'il irait vers 25. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on me disait c'est passé à 100, ensuite ça va passer à 60, et donc 100 à 60, ça va revenir à 80. Je dis c'est une logique mean reversion, retour à la moyenne, qui me paraît idiote. Tout simplement parce que quand il y a plus d'offres que de demandes, le prix s'ajuste. Et à l'heure actuelle, ça continue d'être ça. Il y a une bataille à l'offre, il y a une bataille à la baisse des prix, et qui se fait en sorte que normalement, les producteurs les plus efficaces sont ceux qui résistent, et les autres vont beaucoup souffrir parce que quand vous n'avez pas de pétrole en Algérie et autres, par exemple, ou au Venezuela, ça fait 80% ou 80% des ressources. Qu'est-ce que ça devient, ces pays-là? Merci beaucoup Jean-Paul Bedbès, donc le fondateur de Bedbès Conseil. Je rappelle que l'on peut retrouver justement toutes vos analyses et vos écrits sur le site donc bedbesconseil.com. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. On passe à la suite de Direct Marché.